C'est de l'eau ça Hélène. Ouais. Du rhum. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter. Et aujourd'hui, autour de la table, on a un invité, c'est notre prof d'histoire géo, Yacine. Comment tu vas, Yacine? Ça va super, oui. Ah, ça va, nickel, nickel. L'équipe d'Urban Street l'a un petit peu cuisiné, une vidéo et son interview, ça arrive très vite sur nos réseaux sociaux. Pour m'accompagner également autour de la table, un habitué, Zacharia, notre tête pensante. Bonjour à tous. Voilà. Clair, concret, concis, comme d'habitude. Et de nouveau, autour de la table, Abdul Karim, comment tu vas? Ça va. Ah, c'est le neveu du dérangeur. Voilà, le neveu du dérangeur qui est autour de la table aujourd'hui. Et Loïc, autour de la table. Salut Loïc. Ça va. Content d'être là. Bah, content de t'accueillir ici à Urban Street Reporter. Aujourd'hui, on va parler du plan banlieue qui est sorti la semaine dernière, un plan concocté par Jean-Louis Borloo. Donc voilà, on va en débattre, on va surtout débattre de l'utilité de ce plan. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous. Mais vous en avez l'habitude maintenant, avant de démarrer le débat, les trois informations, et c'est Zacharia qui va s'y coller aujourd'hui. On va commencer par l'info locale. Alors à l'échelle locale, du 2 au 5 mai à Garges, on organise un poématon, photomaton poétique, qui aura lieu un peu partout sur Garges, hôtel de ville, au centre social, etc. En plein midi à la cafétéria et tout ça, au bureau d'information jeunesse et à l'espace Linoventura. Donc à l'échelle nationale aussi, on a l'ouverture prochaine d'une des plus grandes firmes chinoises de smartphones. Ah, il s'est fait plaisir. L'Apple chinois qui arrive le 22 mai. Xiaomi qui vient concurrencer Apple, Samsung et autres marques qui sont bien implantées en France à l'heure actuelle. Mais pas que sur les smartphones, aussi sur les aspirateurs, etc. Enfin bref, de la qualité au petit prix. Et une information qui va faire plaisir à Ibrahim, bien sûr, grand amateur de Xiaomi, on le sait tous. Info internationale pour terminer. Et à l'international, évidemment, on a une info. Alors souvent, quand on parle d'international, c'est souvent négatif, pleine guerre et tout. Ouais, Pour l'instant, on a de la paix ouais. entre les deux Corées. Et entre les deux Corées, c'était vraiment inattendu. Hein. Les événements se sont vraiment déroulés vite. Kim Jong-un qui vient avec son arsenal nucléaire en mode on se développe, on a notre missile intercontinentale et tout. Et ben voilà, pour l'instant, les deux Corées se sont déclarés la paix. Et du coup, ils veulent s'unifier, ou en tout cas, ont des projets qui vont dans ce sens. Très bien, c'est une bonne nouvelle, effectivement, cette rencontre entre les deux grands dirigeants de la Corée. Merci Zacharia pour ces informations. Le grand débat, donc je le disais au sommaire, on va parler du plan banlieue, un plan concocté par Jean-Louis Borloo. Alors il faut savoir que ce plan-là a été rédigé de nombreux mois et il a été missionné, Jean-Louis Borloo, par le président de la République Emmanuel Macron pour rédiger ce plan. Alors il s'agit de 19 mesures sur 60 pages, 19 mesures, donc on peut voir des thématiques comme l'éducation, l'emploi ou encore le logement. Alors au niveau du budget, on parle de 48 milliards d'euros sur 10 ans. Bon, c'est assez vague. En tout cas, le plan a été donné au Premier ministre Édouard Philippe et le gouvernement va s'exprimer justement sur ce plan à la fin du mois de mai. Emmanuel Macron va nous dire si oui ou non il va adopter pleinement ce plan concocté par Jean-Louis Borloo. Ma première question est simple autour de la table. Est-ce qu'il fallait vraiment faire ce plan banlieue? Est-ce que la banlieue avait besoin de ce plan pour se relancer? Ben, moi, je vais bien commencer. Oui, vas-y. Honneur à l'invité. C'est l'énième plan banlieue, déjà. Pour ceux qui sont de ma génération, après les émeutes de 2005, ils avaient prévu aussi de faire un plan banlieue, en 2007 notamment. Pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire française, des plans banlieue, il y en a presque depuis les années 60-70, après la reconstruction, après la fin des bidonvilles, etc. Je pense qu'effectivement c'est nécessaire en termes de financement, mais un financement pour quoi faire? C'est ça la problématique. Moi j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui on attend de parler de plan banlieue qu'au moment où on se rend compte qu'il y a une crise totale. Alors qu'en fait le travail doit être fait en amont. Et je pense qu'aujourd'hui aussi Borloo essaye de revenir sur le devant de la scène, sauf que moi comme beaucoup, on n'oublie pas ce qu'il a déjà fait quand lui était ancien ministre, et puis même
collaborateur en tout cas dès 2002, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe, et qu'il a fait partie de ceux qui ont mis à mal plein d'initiatives dans les quartiers populaires. Je pense à Damary Lélis, où plein de problématiques qu'il y avait eu dans ce quartier avaient été mises à mal par Jean-Louis Borloo. Donc moi je pense que Borloo n'a aucune légitimité pour ce plan banlieue. Ouais. Alors, vous en pensez quoi autour de la table sur l'utilité du plan banlieue et sur ce que vient de dire aussi notre invité sur la légitimité de Borloo pour concocter ce plan? Bah, là où je m'interroge en fait, c'est de se dire bon bah on va injecter beaucoup d'argent, mais comme dit Alem, l'argent il va où? Je veux dire, on va la donner aux mairies, mais les mairies, qu'est-ce qu'elles vont y faire? Où elle va transiter? Et qu'est-ce que ça représente, 48 milliards? Ah, il faut se poser la question. C'est-à-dire peut-être que derrière, ces 48 milliards représenteront 20 milliards parce que ces autres 20 milliards serviront à couvrir des trucs, des dégâts qui ont été faits par d'autres mesures. Ouais. Donc, il y a tout plein de questions à se poser autour. Mais là où je m'interroge, en fait, c'est que en mettant un plan banlieue comme ça, sans mettre de loi ni rien, en fait, l'État il nous conditionne à regarder les problèmes à l'échelle individuelle plutôt qu'à l'échelle structurelle. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'à l'échelle structurelle, il y a des soucis de discrimination, etc. Et ça touche directement les banlieues. Loïc, toi sur ce plan banlieue. Je vais surtout parler du 93 ou bien des banlieues franciliennes, parce que c'est là que je viens. C'est là que je vis, que j'ai le plus d'expérience. En fait, je parle du 93 dans le sens où l'emploi, il est là, en 93. Il y a le pôle Roissy, il y a le pôle Paris, le pôle Carrefour-Pleyel. Le transport, il est là. Je pense que le 93, c'est un des départements qui a le plus le réseau de transport en commun le plus développé. Mais pourquoi les banlieusards n'ont pas accès à l'emploi? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la qualification requise pour accéder à cet emploi. On voit le taux de jeunes qui ont un diplôme supérieur, c'est extrêmement faible. Donc, je pense que le problème principal, il vient de là. Ouais. L'éducation. L'éducation. Exactement. Justement, ouais. sur l'éducation, t'es prof d'histoire géo. Par rapport à ce que vient de dire Loïc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, il y a une problématique de beaucoup de jeunes qui sont dans le décrochage scolaire. Ça, c'est une réalité qu'on peut pas du tout nier. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, et moi j'en vois de plus en plus, qui sont diplômés, mais qui ont quand même encore des difficultés pour l'accès à l'emploi. Donc je pense que je rejoins ce qu'a dit Zakaria aussi. Il y a aussi une problématique liée aux discriminations. Donc, quand on parle d'emploi, on ne peut pas faire l'économie de parler de la question de discrimination en disant juste en fait, c'est des jeunes qui ne sont pas diplômés. Effectivement, il y a des jeunes qui sont en décrochage scolaire, mais il y a aussi à côté de ça beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais qui ont quand même encore des difficultés pour avoir accès à l'emploi. Alors, on n'a pas entendu Aboul Karim. Toi, quand tu entends plan banlieue, ça t'évoque quoi? Est-ce que tu penses que ça va être efficace? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Non, moi, je pense que ça va rien changer. Ouais, toi, tu penses que la situation va pas bouger Non. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit aussi, en critiquant justement ce plan banlieue, que c'était un effet de com aussi de la part du gouvernement. Vous en pensez quoi de ceux qui disent ça, par exemple? Bah, par exemple, Macron, il avait joué sur sa campagne présidentielle sur une discrimination positive pour les banlieues, mais en gros, c'était une discrimination positive qui va concerner l'employeur en lui donnant certains avantages si il embauche 2 ou 3 jeunes de banlieue dans ses entreprises. Mais ça, pour l'instant, on attend. Et en plus, je doute qu'en privilégiant l'employeur, surtout que les employeurs en général, ils n'ont pas forcément. Cet avantage-là leur sera vraiment minime d'employer plus de jeunes de banlieue. Donc vraiment, il joue vraiment sur la com. Il y a vraiment en plus, Macron, c'est quelqu'un qui travaille sur sa com. C'est le roi de la com. Bah ouais. Effectivement. D'accord, Loïc. 100% d'accord. Ouais. Et on parlait d'éducation, voilà, d'accès à l'emploi. J'aimerais vous faire réagir autour de la table sur une des mesures. C'est la création d'un pôle d'excellence, c'est-à-dire réunir les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants de banlieue dans un institut. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de créer ce genre de structure-là? C'est une mauvaise idée. Moi aussi, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que ça dépend de ce qu'il veut dire par les meilleurs. Ceux qui sont les plus forts à l'école ou ceux qui ont le plus de talent aussi. Ouais.
Et toi, tu penses que c'est pas une bonne idée Non, c'est pas une bonne idée. de créer ça? Parce qu'ils rabaissent les autres après. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. Mm. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est vraiment ça, en fait. Le problème, c'est qu'on vient piocher, en fait, dans les quartiers populaires les meilleurs éléments, en fait, pour les sortir de leur cadre et pour faire en sorte qu'ils rentrent, en fait, dans le cadre du système capitaliste, si on peut l'appeler comme ça. Et au final, en fait, ben, on laisse les autres. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait faire un travail général pour faire en sorte que tous les jeunes puissent arriver à une situation d'excellence. Ce système-là, un peu de choisir et de piocher un peu partout, ça me fait penser à la convention Sciences Po dans les quartiers populaires et dans des lycées de quartiers populaires. Moi, c'est une chose dont je suis contre. C'est-à-dire que malgré que je soutiens le fait qu'il y ait des élèves qui rentrent dans des grandes écoles, j'étais un peu mal à l'aise, moi, dans le lycée dans lequel je travaille, qui a ce conventionnement Sciences Po, de voir en fait qu'on vient à la recherche. Est-ce que dans votre classe, il y a un bon élève qui pourrait aller à Sciences Po? Moi, ce que je leur réponds, c'est moi, s'il y a des élèves qui veulent aller à Sciences Po, j'aimerais bien faire en sorte qu'il y en ait un maximum, pas qu'on sorte de cette classe-là un ou deux élèves. Donc, sur cette mesure-là de pôle d'excellence, ça reste à voir. J'aime pas juste critiquer pour critiquer, mais en tout cas, la démarche dans son ensemble, elle est quand même problématique puisque elle amène à cette idée-là de sortir en fait les bons éléments. C'est un peu ce truc-là de la fuite des cerveaux dans des pays du Sud en fait. Ouais. Donc moi je pense plutôt qu'il faudrait au contraire en fait créer des pôles généraux en fait dans les quartiers populaires et en banlieue pour faire en sorte que tout le monde puisse étudier à leur juste valeur. Zacharia. Bah, le truc, c'est c'est une conception élitiste. C'est-à-dire, on va prendre les meilleurs et ça va accroître les inégalités, comme tu le dis à Abdul Karim et comme tu le dis à Alam. Mais je voudrais attirer un autre point aussi important là-dessus. C'est que du coup, en fait, on prend les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui se sont donné un maximum pour pouvoir réussir, mais à côté, on va les discriminer avec la sélection qui arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est affolant. Ça peut créer des tensions aussi, des tensions ou voilà, un sentiment de rejet aussi, faire ce genre de plan-là et de sélection-là, je pense. Bah, c'est totalement ça. Comment on veut qu'un jeune de banlieue, comme nous, comme moi, comme Abdul Karim et comme d'autres, puisse avoir tout simplement confiance en notre système éducatif si on sait pertinemment qu'en nous sélectionnant de la sorte, on finira par être discriminé par rapport à ce que l'on est, par rapport au fait que, par rapport à notre condition d'être jeune de banlieue, etc. Enfin, je veux dire, c'est affolant. Loïc. Moi, je suis pas contre la sélection. Ça dépend des critères, disons. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont à la fac ou à l'université, qui prennent une filière, mais qui ne sont pas forcément faits pour l'université. Aussi, il faut voir aussi les choses en face aussi. Moi, ça me pose problème aussi de ça. Que, moi, je suis allé à l'université à Paris 13. Il y a des gens qui viennent, qui restent un semestre, après, ils s'en vont. C'est une place qui a été prise pour quelqu'un qui voulait peut-être vraiment y aller aussi, tu vois. Donc la sélection, je suis pas contre, mais ça dépend des critères, on va dire. Ouais. Alors là, Loïc, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Il y en a qui vont à l'université juste pour la bourse ou autre. Maintenant, ces cas-là qui sont quand même extrêmement minoritaires, c'est le principe de la minorité bruyante, bah, le truc, en fait, c'est que parmi les taux d'échec, on considère que quelqu'un qui va se réorienter, c'est quelqu'un qui est en échec. Et ça, la réorientation, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est-à-dire, on considère que ces gens qui vont se réorienter sont en échec, alors qu'en fait, c'est juste le droit de n'importe quel élève de pouvoir choisir les études et pouvoir la changer vers une autre étude qui va lui plaire mieux et auquel il pourra mieux réussir. Mais justement, le problème reste le même. Parce que quelqu'un qui va dans une filière et qui ensuite se réoriente prend la place de quelqu'un qui aurait peut-être voulu vraiment y aller et qui aurait vraiment voulu faire cette filière-là aussi. Donc même si il est réorienté, ça reste quand même une place qui a été perdue pendant un an. Alors, l'émission, faut enchaîner. J'avais juste une dernière question par rapport à la mixité sociale. C'était ça aussi, parce que voilà, Borloo a parlé d'apartheid en parlant voilà, des quartiers populaires et du reste. Vous en pensez quoi déjà de ces propos-là et est-ce que vous avez espoir un jour qu'il y ait cette mixité sociale qui manque peut-être entre les quartiers populaires et les quartiers un peu plus aisés? Sur ce terme-là d'apartheid, qui est un terme fort, ça avait déjà été évoqué bizarrement par Manuel Valls.
Mais effectivement, sur plein de domaines de la vie, que ce soit l'éducation, les transports ou autres, on voit qu'il y a un phénomène d'apartheid puisqu'il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes financements, il n'y a pas les mêmes budgets suivant les quartiers, suivant les villes. Donc oui, il y a un problème par rapport à ça. Mais maintenant que ça soit dans leur bouche à eux, que ce soit Manuel Valls ou Jean-Luc Borloo, moi ça me fait doucement rire parce que c'est des personnes en fait qui viennent, c'est des pompiers pyromanes ou je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est des personnes qui ont participé à cette forme de société discriminante au niveau structurel et qui maintenant viennent dire que ah ben, en fait c'est un problème. Les gars, il faut être sérieux 2 secondes. Donc c'est une réalité, c'est sûr. Il y a un problème de mixité et en même temps, moi, cette volonté de forcer à la mixité de la part d'un gouvernement, j'en vois pas le sens en fait. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on vient me parler de mixité dans le moment où c'est eux en fait qui sont pas du tout en mixité puisqu'ils fréquentent les mêmes sphères de pouvoir entre les mêmes personnes, hommes, blancs depuis 60 ans. Pour toi, donc oui, déjà il y a un problème de légitimité, c'est sûr. Bah, Borloo, c'est qui sont ses potes? C'est Ferry et la bande. Ferry, qu'est-ce qu'il a dit, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui retranscrit un petit peu la pensée, qui est souvent de droite, mais qui peut être aussi de gauche, vis-à-vis des banlieues. Il a dit quoi, Ferry? Il avait dit, si on enlève ces quartiers pourris, avec ces 49 nationalités, qui ne savent pas lire et écrire ou autre, de manière approximative, il avait vraiment dit ça avec ces mots, quartiers pourris, 49 nationalités, etc. Il a visé ces quartiers-là, il a visé ces écoles, etc. Et ben, qu'est-ce qu'il en résulte? Pour lui, on fera des meilleurs. Des meilleurs quoi? Des meilleurs élèves. On réussira à aller être les premiers au classement PISA. Mais le problème, c'est quoi? C'est que du coup, ils sont là, ces quartiers. Ils sont là, et on est discriminés. Comment tu veux qu'on réussisse si on n'est pas inclus? C'est ça, moi, le problème, en fait. On n'est pas inclus. Et ils nous sélectionnent pour prendre les plus riches et les plus blancs. Loïc, sur ce terme d'apartheid qu'a utilisé Borloo et sur cette mixité sociale, est-ce que déjà t'en vois l'utilité ou pas ou voilà, je pense que ça va dans les deux sens. Je me demande, est-ce que les banlieusards ont envie de se mélanger ou est-ce que les autres ont envie de se mélanger avec les banlieusards? Je pense qu'il y a une défiance entre les deux déjà. Je pense que la défiance est des deux côtés. Et, je reprenais l'exemple, par exemple, des municipalités, des communes en France qui ont beaucoup, 60% de logements sociaux et qui ont des projets de construction d'autres logements sociaux. C'est-à-dire qu'on rajoute de la misère à la misère, moi je trouve. Et ça c'est du clientélisme politique. Je pense qu'il y a des choses à revoir au niveau de logement, enfin il y a beaucoup de choses à revoir justement structurelles. En dehors, voilà, mais ça c'est à l'État de faire ça aussi. Par exemple, il y a un taux de, je crois que c'est 25% de logements sociaux dans une commune. Il faudrait faire aussi un inversement, pas dépasser le limite, je pense aussi. Voilà. Et juste pour terminer, Abdul Karim, toi, est-ce que toi, tu as envie, t'aimerais bien qu'il y ait cette mixité sociale-là, échanger peut-être avec des gens qui sont pas forcément du même milieu social que toi? Ouais, on peut, mais ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Parce que déjà, c'est pas le même environnement, tout ça. On voit pas la même chose tous les jours. C'est sûr. Et dire, demain on se mélange, ça va pas bien se passer directement dès le début. Forcément, il y aura des étapes. Mais sur le principe, toi, ça te... Ouais, on peut, mais je pense pas que ça va marcher. Ouais, tu penses pas qu'il y a trop de différence entre vous? Il n'y a pas trop de différence, mais je sais pas comment expliquer, mais je pense pas que ça va marcher. On revient à la défiance des deux côtés. On ne peut pas parler de la défiance de la même façon des deux côtés, en fait, par rapport à des populations en situation de domination et des populations qui sont dominées. Donc c'est le pas, en fait, il est à faire de l'autre côté, entre guillemets, dans le sens où on ne va pas demander à des gens qui sont déjà dans des difficultés profonde en plus de faire l'effort sur la question du vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble, on le veut bien, mais faut que les efforts, effectivement, comme tu as dit, soient faits des deux côtés, mais on ne peut pas mettre à égalité la population dominante et la population dominée. Vraiment, ça.
On va conclure sur ça. Débat très intéressant. N'hésitez pas à nous dire, vous qui nous suivez, hein, vos avis en commentaire. Comme d'habitude, merci Yacine d'être venu autour de la table de l'œil du SR. Je le dis à tous nos invités. Tu connais la maison, maintenant tu viens quand tu veux. Merci à Abdul Karim et Loïc pour votre première autour de la table. J'espère que ça va pas être les dernières. Hein. Donc, voilà, venez quand vous voulez. Merci Zach également. Merci à l'équipe technique derrière. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'œil du SR. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Comme d'habitude, on vous souhaite une excellente journée. Salut à tous. Et voilà, bon, ok, bye bye.